Bonsoir à toutes et à tous. Pardon pour ce retard technique. Voilà, comme vous pouvez voir, ça met un peu de temps. Monsieur Glucksmann était bien à l'heure, mais c'était plutôt les problèmes techniques qui, eux, étaient aussi à l'heure avec nous et donc qui nous ont pas permis pour l'instant d'avoir Monsieur Glucksmann à l'image. Heureusement, on l'aura au son. Là, on va d'ailleurs l'appeler immédiatement pour pouvoir communiquer avec lui directement. On s'excuse du fait que vous ne pourrez pas revoir Monsieur Glucksmann, mais au moins vous pourrez l'entendre et voir un peu ses réponses par rapport à ce sujet très important que nous allons vivre. Donc chaque année, J'aime en débat a l'habitude de parler de l'actualité brûlante. Ce soir, cette actualité elle est plutôt urgente avec la situation des Ouïghours qui est de plus en plus préoccupante. Pour répondre à ces questions assez importantes, la question de savoir comment agir et réagir face à cette situation, nous avons donc Monsieur Glucksmann qui est avec nous au téléphone. Monsieur Glucksmann, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends parfaitement. Désolé qu'on ne puisse pas se voir. Ça fait une demi-heure qu'on essaye de se connecter et c'est dommage, mais bon, je sais pas plus. Merci de l'invitation en tout cas. Merci à vous d'être là. Oui, on va essayer quand même de faire quand même quelque chose pour cet événement parce que c'est quand même un sujet qui le demande. Voilà, malgré les problèmes techniques, on va quand même arriver à en parler donc de cette situation assez complexe. Mais avant tout, donc voilà, Monsieur Glucksmann, donc vous êtes essayiste et homme politique. Vous avez notamment depuis 2019, vous êtes député européen. Vous étiez au moment de ces élections tête de liste au cours d'une liste qui donc rassemblait le Parti socialiste, Nouvelle Donne et Place Publique, le mouvement que vous avez cofondé en 2018. Cette année, donc vous êtes de plus en plus, vous êtes aussi connu par rapport donc à votre engagement pour les Ouïghours, un engagement donc qui va nous permettre de répondre à cette question, comment réagir, comment agir véritablement par rapport à cette situation. Pour cela, donc, cette visioconférence, la première de l'année pour J'aime en débat, la première de l'histoire même de J'aime en débat. Pour cette visioconférence, elle sera modérée par Baptiste Mallard à ma gauche et par Jada Serki à ma droite. Ils vont donc vous poser différentes questions par rapport à cela. À la fin de ces questions, voilà, on prendra un temps pour répondre à vos questions, vous qui nous regardez dans le public. Voilà, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat pour en parler et pour poser vos différentes questions. Voilà, n'hésitez pas. Et nous, on va sélectionner voilà, pour essayer de répondre à un maximum à la fin, prendre un temps pour ça. Voilà. Je vous remercie encore à tous. Je remercie nos partenaires, la Société Générale et notre école, Grenoble École de Management, d'avoir permis cette conférence possible. Je vous remercie encore, Monsieur Glucksmann, d'être là malgré donc ces petits problèmes techniques. Et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Et je souhaite également à Baptiste et Jada que je laisse donc démarrer. Voilà, merci à tous. Bonne conférence. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Maxime. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Glucksmann. C'est avec grand plaisir que nous organisons notre première visioconférence avec vous pour parler d'un sujet d'actualité. En effet, depuis presque un an, vous menez un combat pour les Ouïghours. La semaine dernière a été marquée par une série d'actions suivies par tous ceux qui croient comme vous qu'il faut se battre pour ce peuple des Ouïghours. Une semaine dont l'ultime action fut d'amener cette pétition signée par presque 200 000 personnes à l'Élysée afin de faire bouger le gouvernement et le chef de l'État sur cette question. Mais avant de parler plus précisément de ces actions et de leur portée, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez au journal Le Parisien le 24 juillet de cette année. Je vous cite, « La Chine éradique une identité ». Pouvez-vous expliquer à ceux qui n'ont pas été avertis sur le sujet qui sont les Ouïghours et pourquoi est-ce important de parler d'eux? Je vous remercie déjà de l'invitation. Malgré tous les problèmes techniques, on va réussir à discuter. Qui sont les Ouïghours? Les Ouïghours, c'est un peuple qui habite qui est aujourd'hui le nord-ouest de la Chine, qui a une identité, une langue, qui a une culture, qui a une religion, qui est l'islam de manière très largement dominante. Pardon, excusez-moi, parce qu'il y avait votre voix qui apparaissait tard avec le délai, qui aujourd'hui ne peut ni être ce qu'il est, ni vivre là où il vit. C'est depuis 4 ans une politique du gouvernement chinois de parquer les Ouïghours dans des camps de concentration. On estime à entre 1,8 et 3 millions de personnes, d'êtres humains aujourd'hui dans les camps. C'est une politique chinoise qui consiste à détruire tout ce qui constitue l'identité des Ouïghours, leurs mosquées,
fin. C'est une politique qui vise à les humilier en permanence. On coupe les robes des femmes dans la rue, on coupe leurs cheveux, on les stérilise de force. C'est une politique défense génocidaire, d'éradication de l'identité d'un peuple. Bien sûr, si les détenus des camps abdiquent leur identité, leur religion, font allégeance au gouvernement chinois, ils ont une chance peut-être de survivre en tant qu'individus. Et en tant que peuple, les Ouïghours aujourd'hui n'ont pas le droit d'exister. Et donc c'est contre ça qu'on se bat. On se bat contre ça pas simplement parce que on est solidaire d'êtres humains qui sont plongés dans cette détresse, mais parce qu'un monde dans lequel un tel crime contre l'humanité, dans lequel le retour des camps est possible, eh bien, n'est pas un monde dans lequel on aimerait habiter. On se bat aussi contre ça parce que nous ne sommes pas si loin de ce crime. Et c'est tout le sens de la campagne qu'on organise pour interpeller les multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage des Ouïghours. On n'est pas si loin de ce crime parce qu'il y a des gens qui font du fric sur le calvaire des Ouïghours. Et que finalement les marques que l'on porte tous les jours, les t-shirts Zara, les chaussures Nike, les téléphones portables, que ce soit ceux d'Apple ou ceux de Samsung, et encore plus ceux de Huawei, et bien tous, via leurs fournisseurs chinois, ont à un moment donné ou actuellement bénéficié de la réduction en esclavage de ce peuple. Et donc c'est un combat qui non seulement un combat de solidarité avec des gens qui sont dans des camps de concentration, des femmes qui sont stérilisées ou violées, mais aussi un combat pour redéfinir des règles du jeu dans ce monde. On n'a pas le droit, en étant une grande marque internationale, de bénéficier d'un système concentrationnaire. Et donc ce combat-là, on entend le mener jusqu'au bout, et c'est vrai que cette mobilisation est immense. Alors je me permets juste de vous corriger, c'est qu'en fait, il y a largement plus de 200 000 personnes qui ont signé la pétition qu'on a remis à l'Élysée. Mais c'est vraiment un mouvement de solidarité extraordinaire qui s'est levé en France. Et Monsieur Guzman, du coup, on voulait parler aussi à travers les entreprises, parce que c'est, comme vous l'avez cité, vous en avez donné l'exemple, vous en avez donné pas mal d'exemples de justement entreprises qui participent aujourd'hui d'une façon passive ou active à ça. C'est du coup par le biais de ces entreprises que vous voulez aussi agir, notamment au Parlement européen. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus par rapport à ce sujet-là, sachant que on est dans une école de commerce et que c'est des thématiques auxquelles on est fortement lié? Oui, en fait, on a lancé pour reprendre l'historique de la mobilisation, au tout début de l'année 2020, une ONG australienne, un think tank australien, ASPI, a sorti une liste de 83 multinationales qui, via leurs fournisseurs chinois, bénéficiaient du travail forcé des Ouïghours. Et moi, en tant que député européen, j'ai reconnu dans cette liste non seulement des marques de l'achète en tant que client, mais aussi des marques qui sont européennes. Et donc, l'idée de cette campagne, c'est de les interpeller pour leur demander de prendre leurs responsabilités et de cesser toute coopération avec des fournisseurs chinois qui exploitent des esclaves. Et cette campagne a parfaitement fonctionné dans la mobilisation. Certaines de ces marques ont se sont engagées à arrêter leur contrat avec leurs fournisseurs chinois, que ce soit Lacoste ou H&M, par exemple, ou Adidas, mais d'autres ont refusé, et comme Nike, par exemple. Et ce que tout cela montre, c'est qu'en fait, on a besoin d'une législation. Vous savez, il y a quelque chose qui est poussé par les ONG et par certaines boîtes, d'ailleurs, et par certains groupes économiques, qui est une législation sur le devoir de vigilance des entreprises. Qu'est-ce que c'est le devoir de vigilance des entreprises? C'est l'idée qu'une grande marque est responsable de l'ensemble de sa chaîne de valeur, pas simplement de ce qu'elle produit, de tout ce qui peut constituer le produit qu'elle vend, comme une chaussure Nike ou comme une chemise Zara. Et donc ça veut dire que si ce sont des fournisseurs chinois qui exploitent des esclaves, eh bien Zara ou Nike sera quand même responsable des actions, des violations des droits humains de ces fournisseurs. Et c'est une législation qu'on essaye de passer au Parlement européen en ce moment, qui va prendre du temps, puisque c'est un processus long, mais je pense bien que c'est une refonte de l'architecture en fait des chaînes de
production de ces boîtes qui est exigée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui se contenter de la pyramide d'irresponsabilité qui s'est construite autour de la globalisation. Si une boîte délocalise pour aller chercher un coût plus bas de production, eh bien, on n'a aucun moyen de lui interdire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est externaliser les droits, faire en sorte que les droits suivent la chaîne de valeur. Et que, eh bien, si on décide d'avoir des fournisseurs chinois, eh bien, on est responsable juridiquement de ce que font ces fournisseurs chinois. Et quand on discute avec les patrons des grandes entreprises qui, bien sûr, répondent à nos campagnes et qui sont en discussion avec nous, quand on discute avec eux, ils disent que c'est effectivement ce type de législation les pousserait à repenser leur système de production. Parce que ce qu'ils disent à juste titre, c'est qu'ils ne sont pas capables en fait, de contrôler les agissements de leurs fournisseurs chinois. Ils n'ont pas vraiment de moyens pour les contrôler. Et donc, s'ils n'ont pas ces moyens-là, eh ben, il faut qu'ils produisent ailleurs, parce que sinon, ils deviennent de facto complices de crimes contre l'humanité. Et c'est sur ce consensus qu'en ce moment, on travaille à bâtir un consensus entre les différents groupes politiques au Parlement européen pour pousser cette idée, qui est en gros très simple, de réintroduire de la responsabilité dans la globalisation. Et c'est ce que demandent d'ailleurs de plus en plus les clients, les consommateurs, qui veulent savoir en fait comment sont produites leurs chaussettes, leurs chemises, leurs chaussures. Ça participe d'une sorte d'éveil civique et aussi écolo d'ailleurs chez les consommateurs qui ne veulent plus manger n'importe quoi ou porter n'importe quoi. Et l'argument qu'on a, on est soutenu d'ailleurs par certaines boîtes, des grandes boîtes, l'argument qu'on a, c'est que finalement, à long terme, ça bénéficiera aux entreprises européennes, ce type de loi, parce que ça deviendra une marque qui garantit le fait que les produits européens ne seront pas produits par des esclaves ou par des destructions environnementales telles qu'elles taxent l'écosystème. Et finalement, ce sera un avantage comparatif à long terme pour séduire des clients. Donc vous pensez que l'externalisation du droit sur la chaîne de valeur de production, que justement responsabiliser les, pour ne prendre que leur exemple, mais les grands fabricants de textiles et d'habillement, sera suffisant, c'est-à-dire que la communication auprès de leurs clients portera assez ses fruits, ou en tout cas fera assez de bruit pour justement les détourner de faire du profit. Est-ce que vous ne pensez pas que des sanctions économiques auraient un impact plus lourd? Si, évidemment, cette loi, c'est pas simplement des sanctions économiques, cette loi, elle comporte des sanctions pénales. L'idée, c'est que si le patron d'une grande multinationale a dans sa chaîne de valeur une mise en esclavage, du travail d'enfants ou la destruction d'un écosystème, il deviendra responsable devant les cours européennes de cette destruction et de ces violations des droits humains. Et donc, c'est pas du tout l'idée que la communication permet de faire changer les chaînes de valeur, qu'elle serait assez puissante, cette communication, pour invalider la recherche du plus bas coût. Non, cette législation, elle a tout un pan qui est l'accès à la justice et la nécessité pour les cours européennes d'être capables d'incriminer les dirigeants des grandes multinationales qui bénéficient de la mise en esclavage via leurs fournisseurs en Chine, mais aussi ailleurs. Et donc, c'est pas du tout, c'est au contraire, c'est l'idée que la campagne que l'on mène sur Internet, elle va se traduire par entrer cette démarche-là dans la loi, et qu'ensuite, c'est à la puissance publique et à la justice que les grands groupes qui refusent d'être vigilants sur leur chaîne de valeur, c'est à la justice et à la puissance publique qu'ils auront à faire. Et donc cette loi, elle n'a pas du tout une idée de communication, elle a une idée de faire entrer l'esprit de cette campagne dans la loi. Et donc de sanctionner ceux qui refusent cette responsabilité-là. D'accord. Et donc, on avait une question, enfin, une des principales motivations pour vous inviter, c'est que nous, on est en école de commerce. Un des principaux débouchés d'école de commerce, c'est la fonction achat. Vous disiez tout à l'heure que
Vous disiez tout à l'heure que les entreprises n'ont pas forcément les moyens de tout maîtriser au niveau de leur chaîne de valeur, de maîtriser tout ce que font, ou en tout cas où vont s'approvisionner leurs filiales ou leurs fournisseurs. Mais justement, comment former les futurs diplômés, les futures personnes qui seront à la tête des achats ou de l'import-export de ce type d'entreprise, pour éviter de reproduire ce type d'erreur, pour éviter de reproduire justement cette recherche du profit, que ce soit au péril de l'environnement ou en faisant appel à une main-d'œuvre, même sans le savoir, mais à une main-d'œuvre qui est sous contrainte ou mal payée, puisqu'on peut faire appel à l'exemple du Rana Plaza qui s'était écroulé. C'est toujours faire appel à des main-d'œuvre toujours moins chères, mais mettant en danger leur vie. Comment sensibiliser justement ces futurs diplômés qui travailleront dans ces domaines? En faisant déjà ce que vous faites, quand vous êtes une école de commerce et vous invitez des gens qui vont pas vous parler simplement de recherche du plus bas coût. En tout cas, c'est pas pour ça que vous m'avez invité, je suppose. Et je vois déjà que dans les écoles de commerce, en fait, les enseignements se diversifient et on fait entrer des préoccupations environnementales et des préoccupations de droits humains dans les cursus. Et aujourd'hui, les jeunes qui se mobilisent et qui seront demain des cadres dans des entreprises, pour ceux qui décident de s'orienter vers cette voilà, mais ils auront une approche fondamentalement différente. On voit bien aujourd'hui que ça ne fonctionne pas, que cette globalisation qu'on a construite autour de l'idée que seul le plus bas coût importait, ça produit à la fois la destruction sociale dans nos pays, ça produit une catastrophe environnementale généralisée et ça produit des violations des droits humains à immense échelle. Et donc, je crois que c'est une adaptation qui est déjà en cours. Et nous, notre responsabilité en tant que législateur, c'est de faire en sorte que la loi désormais rende cette évolution impossible à contourner, nécessaire, impérative. Et quand vous aurez une loi à l'échelle européenne qui vous rendra en tant que boîte responsable de l'ensemble de votre chaîne de valeur et donc des mauvaises actions de vos fournisseurs, eh bien, de facto, vous changerez votre approche. C'est-à-dire que personne n'a envie de se retrouver devant un juge parce qu'un fournisseur chinois ou d'un autre pays de sa compagnie, de sa boîte, de son entreprise, réduit en esclavage un peuple ou utilise du travail d'enfant. Personne n'a envie de le faire, donc de subir les conséquences d'actes qu'il ne contrôle pas. Et donc, il faudra repenser les chaînes de valeur. Ça, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Et en réalité, on sait très bien que quand on va dans le Xinjiang pour se fournir, on va nécessairement être en contact avec le système concentrationnaire et donc indirectement faire travailler des esclaves. Et donc, il faut y aller quand on est une boîte et trouver d'autres moyens de produire. Et ça, c'est à chaque entreprise de s'adapter à la nouvelle législation. Et donc, les commerces et les entreprises qui ont une forme de génie, eh ben, ils s'adapteront à la décision politique qui émane du peuple souverain qui décide que c'est insupportable pour nous, en fait, d'être rendu complice de crimes contre l'humanité en achetant nos chaussures ou en achetant nos chemises. Et donc, il va y avoir une évolution comme ça, mais les préoccupations environnementales sont déjà rentrées, en fait, dans les écoles de commerce. Je suis sûr que les étudiants qui travaillent avec vous et qui étudient avec vous, eh bien, ils sont beaucoup plus conscients des enjeux écologiques que ceux qui étaient dans cette école il y a 20 ans. Et donc, ils auront un rapport différent au business. Soit ça, soit le monde pourra à sa perte. Et c'est pour ça que je trouve que la mobilisation qu'il y a en ce moment, elle est absolument extraordinaire, parce qu'elle est largement le fait de jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, et qui décident que c'est insupportable, en fait, de voir le peuple mourir sans réagir, et que c'est encore plus insupportable de voir un peuple mourir et de voir des gens qui font du fric dessus. Et donc, ces jeunes-là, c'est la génération qui va prendre le pouvoir ensuite et qui va changer les choses. Enfin, j'en suis absolument convaincu. Et donc, il y a une évolution. Simplement, le rôle de la loi, le rôle des représentants
de la volonté générale que sont les députés, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, c'est de faire en sorte que la loi accélère ces évolutions, qu'elle les rende irréversibles. Et c'est pour ça bien sûr qu'il y a des lobbies qui sont contre. Vous pensez bien que Nike, c'est pas leur plaisir absolu de voir une telle loi passer à l'échelle européenne. Mais par contre, il y a aussi une force dans la société civile, je le disais, dans des grands américains qui militent pour qu'une telle loi voit le jour et que ça oblige les futurs cadres, les dirigeants des entreprises à changer leur logiciel et à mettre au-dessus de la recherche du tout à coup une forme de conscience de leur responsabilité. Et ça, c'est une révolution dans les têtes, mais je pense qu'elle est déjà amorcée dans les têtes des futurs cadres qui ont 20 ans aujourd'hui, et elle est déjà amorcée dans les têtes des clients, des consommateurs, qui, encore une fois, sont beaucoup plus conscients qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans, et qui sont une force. Et ce qui est beau dans cette campagne, sur les marques, par exemple, c'est que les jeunes qui y participent se rendent compte à quel point ils sont puissants quand ils se mobilisent ensemble. Quand vous avez 50 000 personnes qui interpellent une marque sur Instagram, par exemple, en une journée, eh bien, je peux vous dire que dans l'état-major de cette marque, c'est le grand bas de combat, parce que ces jeunes, ce sont les premières cibles de ces marques. Et que finalement, ces marques, leur business model, ils reposent non seulement sur la recherche du tout à coup, mais aussi sur l'image qu'ils ont réussi à construire autour de leur marque. Et donc, tout d'un coup, voir leur image à ce point écornée aux yeux des gens qui sont leur cible principale, eh bien, ça les oblige à réagir. Et ces jeunes qui participent aux campagnes, ils se rendent compte tout d'un coup qu'ils ont du pouvoir même sur les multinationales sur lesquelles on peine à avoir absolument aucun pouvoir. Et qu'ils peuvent obtenir eh bien, des concessions, des évolutions, des changements, même de patrons qui ne pensaient absolument pas pouvoir toucher. Et ça, c'est à mon avis le début de la citoyenneté, de l'engagement politique. C'est le moment où on sort du rapport au monde guidé par la fatalité et qu'on entre dans un rapport où on est un acteur. Et on se rend compte que finalement, on a du pouvoir non seulement sur son propre destin, mais en plus sur l'avenir du monde. Justement, vous parlez des jeunes aujourd'hui qui se mobilisent énormément. La semaine dernière, c'était impressionnant de suivre vos réseaux sociaux sur les stories Instagram, par exemple. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui repartageaient vos publications, ou même quand vous repartagiez les actions de certains jeunes qui allaient coller des affiches, qui taguaient l'ambassade de Chine. Ça montre un véritable engouement parce que ces jeunes sont présents sur les réseaux, parce qu'ils vous suivent. Et d'ailleurs, vous les informez par ces réseaux. On l'a appris récemment, des satellites ont révélé la construction et l'existence de plusieurs centaines de nouveaux centres d'internement. On a appris l'existence des cousins qui sont en fait des agents du régime chinois chargés d'infiltrer les familles ouïghours pour contrôler ce qu'elles font. Donc finalement, on en apprend un peu plus tous les jours. Et justement, votre rôle, en tout cas, ce que vous faites, c'est de nous informer via les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que la pression de l'opinion publique, parce que là vous parlez des jeunes, mais est-ce que la pression de l'opinion publique dans sa globalité, des gens qui justement pensent que la Chine c'est loin de leurs problèmes, est-ce que les jeunes seulement eux peuvent faire en sorte que le gouvernement réagisse, ou est-ce qu'il faut un mouvement global de la population et justement pas seulement des jeunes qui vous suivent? Évidemment, il faudrait un mouvement global, mais tout doit partir de quelque part. Et je trouve que, on critique souvent à juste titre d'ailleurs les réseaux sociaux, et je pense que c'est un vrai problème pour la démocratie, que ça limite la parole, que ça permet aux complotistes de s'exprimer, que finalement toutes les opinions se valent désormais, et que c'est très compliqué de maintenir un cadre démocratique mondial. On dit ça, et les gens qui disent ça, et qui sont souvent d'ailleurs des journalistes dans des médias mainstream, oublie de dire qu'il y a autre chose aussi sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple ce qu'on a fait cette semaine, ce qu'on fait depuis des semaines, c'est cette mobilisation-là autour d'un sujet qui était largement absent des journaux télévisés. Enfin, il y avait, je ne vois pas quel JT ouvrait sur les camps de concentration en Chine. Je ne vois pas que BFM faisait des lives H24 sur le sort des Ouïghours.
je ne vois pas non plus de grands partis politiques qui en avaient fait son point cardinal et son engagement en face de l'opinion publique. Et donc, il y a cette mobilisation-là, elle réveille la France. Après, bien sûr qu'il faudra défendre ce mouvement, mais d'abord, c'est un formidable démenti à ce discours de cinquantenaire qui explique que les jeunes aujourd'hui sont apathiques, qui sont nombrilistes, ils ne s'engagent plus, ils ne sont plus obsédés que par leur propre nombril et leur vraiment, là vous avez un pays entier qui a failli, un monde entier qui a failli, des dirigeants qui sont restés silencieux pendant 4 ans sur l'enfermement d'un peuple dans des camps de concentration. Vous avez des médias qui n'en parlaient pas, vous avez des éditorialistes politiques qui n'en avaient rien à secouer. Et tout d'un coup, vous avez des jeunes gens entre 15 et 25 ans, 15 et 30 ans, qui se sont mobilisés et qui ont obligé les grands médias à en parler un peu, qui ont obligé leur président de la République à prononcer ce mot qu'il n'arrivait même pas à prononcer quand il passait 3 jours en Chine, qui est le mot ouïghour, qui ont obligé les dirigeants français et les politiques français à faire semblant de s'y intéresser. Et ça, c'est déjà une grande victoire et un immense démenti au scepticisme qui entoure la jeunesse. Moi, je suis convaincu en fait que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus politiques que quand moi, je vais faire mon vieux, là, que quand moi j'avais 20 ans. Parce que quand j'avais 20 ans et que j'étais étudiant, en gros, c'était l'idée dominante, c'était celle de la fin de l'histoire. C'était l'idée que de toute façon, pendant qu'il y a la démocratie, que la globalisation, la mondialisation heureuse, que les grandes crises étaient derrière nous et que désormais nous vivons une vie paisible guidée par le progrès. On se rend compte que tout ça est complètement faux, qu'on a une crise climatique qui nous arrive en pleine tête, que la démocratie va être globalisée, universalisée, c'est aussi chez nous, et qu'il y a des chaos sociaux absolument partout. Et donc, ces jeunes naissent dans un monde beaucoup plus tragique, ouvrent les yeux sur le monde dans des conditions beaucoup plus tragiques qu'il y a 20 ans. Et donc, ils sont nécessairement beaucoup plus politisés, beaucoup plus engagés, parce que la politique n'est plus un luxe, ça devient une question vitale. Maintenant, ils ne se reconnaissent ni dans les structures traditionnelles des partis politiques, ni dans les médias traditionnels. Et donc, il faut trouver d'autres modes d'engagement, il faut s'engager d'autres manières, et ces campagnes-là, à mon avis, elles fonctionnent aussi parce que c'est un acte politique pur de soutenir les Ouïghours pour moi. C'est-à-dire que c'est finalement la gratuité de l'acte politique. C'est pas comme se mobiliser pour obtenir quelque chose pour soi. C'est se mobiliser pour une idée que l'on se fait de l'humanité, pour une idée que l'on se fait de la dignité humaine. Quelle va être la rétribution immédiate de s'engager pour les Ouïghours? Honnêtement, rien. Vous pouvez, quand vous vous engagez pour obtenir plus de fonds, par exemple, pour vos universités, là vous avez un sens immédiat, une rétribution immédiate, un avantage immédiat. C'est aussi noble, hein, c'est pas la question. Mais là, il y a un acte politique suprême, en fait, dans l'idée de s'engager pour des gens qui sont enfermés dans des camps à des milliers et des milliers de kilomètres de chez soi. Et donc, il y a, à mon avis, quelque chose qui se passe, c'est que les grands partis politiques ou les grands médias n'ont pas encore totalement fermé, n'ont pas vu vraiment. Il y a un monde en fait qui sépare la une de TF1 ou de France 2 et ce qui se passe comme engagement réel dans le pays, notamment sur les réseaux sociaux. Alors il faudra que ça se matérialise physiquement, là les interdictions sanitaires soient levées, puis on va organiser des manifestations physiques massives. Il faut attendre que la pandémie soit moins dangereuse et moins présente. Mais il y a quelque chose qui se passe que les grands dirigeants qui nous répètent H24 que les jeunes sont apathiques et qu'eux-mêmes sont très attachés aux principes d'égalité, fraternité et liberté qui sont sur les fronts de nos mairies, bien que ces grands dirigeants n'ont pas à venir, n'ont pas à imaginer. Moi, vous savez, quand je parlais avec les amis politiques écolos ou de gauche, eh bien, ils ne comprenaient pas pourquoi je m'engageais pour les Ouïghours en disant que personne ne va s'intéresser à ça. Et moi, Paris, c'était facile. Ça va intéresser les gens, parce que c'est juste.
Et il y a dans cette mobilisation il y a une forme de noblesse politique, je pense, chez les jeunes. En effet, c'est vrai que c'est une problématique qui aujourd'hui est très abordée. On l'a vu justement avec toutes les actions que vous avez menées, vous, dans les réseaux et qui ont été partagées, comme l'a bien dit Baptiste, par énormément de proches à nous, pas forcément en allant chercher, on a pu voir une mobilisation généralisée. Justement, en parlant de mobilisation, il y a évidemment une peur de représailles de la part, pas du coup des personnes, mais des gouvernements en tout cas, de représailles au moins économiques concernant la Chine. Mais justement, dans un pays de l'Union comme l'Union européenne, est-ce que vous pensez qu'on peut faire le poids géopolitique et économique pour faire bouger les choses et passer un peu outre ces peurs juste de représailles économiques? Et est-ce que l'Europe a éventuellement envie aussi, c'est peut-être aussi une bonne question, a envie de faire bouger les choses dans ce sens-là? Alors, c'est deux questions différentes. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible et est-ce qu'on en a envie? Ça, c'est deux questions différentes. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On est dominé par une forme de fatalisme. Quand on regarde la Chine, c'est l'empire chinois, c'est tellement puissant. Qui sommes-nous qui sommes si faibles pour lui faire face? En réalité, les dirigeants chinois ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux. On reste le premier marché du monde et finalement, on a une puissance commerciale qui pourrait dominer le monde. Et vraiment, en fait, on n'utilise pas notre puissance commerciale, on ne transforme pas cette puissance commerciale en puissance politique. Et là se pose la deuxième question que vous me demandez, c'est la question de la volonté. Et en fait, on n'a pas la volonté politique de transformer notre puissance potentielle en puissance réelle. C'est ça le problème de l'Europe, c'est ça le drame de l'Europe. Et finalement, c'est le drame d'une absence de volonté. C'est finalement, comme si nous on s'était retiré de l'histoire et qu'on considérait qu'elle allait se faire sans nous. Et c'est ça le drame absolu de l'Europe. On passe notre temps à faire des discours creux sur les principes, les valeurs, les idéaux qui devraient guider notre construction, qui doivent fonder notre République, qui sont censés habiter l'essentiel de nos nations. Et simplement, quand il s'agit de les défendre en les transformant en politique réelle, et ben là, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, on a abdiqué toute forme de volontarisme dans les rapports mondiaux. Et en fait, l'Europe est faite parce qu'elle décide d'être faible. Donc, bien, par rapport à la Chine, on a des immenses arguments. Si on décide d'imposer des sanctions comme le système, c'est d'abord, alors bien sûr que ça va toucher nos consommateurs, mais c'est d'abord une décision des dirigeants et donc chinois qui vont être déstabilisés par ça. Et donc, je ne crois pas, moi, du tout, qu'en fait, en prenant des postures et des mesures plus dures, on ait le droit à des vengeances de l'Empire chinois. Parce que, au contraire, plus on ferme, plus on sera respecté. Et aujourd'hui, on nous considère comme des serpillères et des marchepieds, des essuie-pieds. Mais ça, c'est parce que nous décidons d'être faibles. Et c'est le drame des dirigeants européens actuels, c'est le drame des dirigeants français actuels. Il n'y a aucune raison à ce qu'on soit faible, sauf notre absence de décision d'être fort. Parce que sinon, on a en Europe le continent le plus riche, le marché le plus important, la puissance commerciale la plus absolue, et on n'utilise pas cela politiquement pour promouvoir des principes ou pour même défendre des intérêts. On est dans l'absence de volonté. C'est un terme grec qui s'appelle l'aboulie. On est en phase aboutique. On est incapable de faire preuve de volonté. Et donc, c'est ça qu'on paye. Et c'est ça qui crée notre faiblesse dans notre rapport avec la Chine, et pas seulement avec la Chine d'ailleurs. C'est le drame de deux questions. La première, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr que c'est possible. Personne ne demande aux dirigeants européens de s'en guerre contre la Chine. Je dirais même les plus convaincus des gens qui suivent nos campagnes et qui font nos campagnes sur les réseaux sociaux ne demandent pas ça. On demande d'entrer dans une forme de rapport de force pour pouvoir être pris au sérieux quand on défend les droits d'un peuple à ne pas être exterminé. Et ça, c'est la deuxième question qui est la clé.
c'est la question de la volonté. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce que nos dirigeants veulent le faire? Est-ce que nos dirigeants sont capables de prendre le moindre risque pour des principes? Et ça, je suis navré que vous avez tous constaté que ce n'est pas vraiment le cas tout le temps. Justement, peut-être avant de donner la parole à ceux qui nous ont envoyé des questions dans notre fil de conversation et justement retransmettre des questions pour que vous puissiez leur répondre, je voudrais revenir juste sur un mot que vous avez dit, le fatalisme. On était dans un fatalisme par rapport au grand empire chinois qui nous fait peur. Et ça m'a fait penser à une interview que vous donniez à France Inter en novembre 2018, où vous avanciez qu'on avait perdu le sens du tragique, que l'on avait une vision comique du monde et que l'on pensait que tous les problèmes allaient s'auto-résoudre aujourd'hui en parlant de l'urgence climatique. Est-ce que, du coup, j'aurais une question un petit peu plus ouverte, est-ce que c'est le cas aussi pour les Ouïghours aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une situation où on n'a pas envie d'ouvrir les yeux sur la réalité de la globalisation parce qu'il y aurait une perte de confiance dans les grands principes humanistes, et une perte de confiance justement dans ces grands principes qu'ont fait l'Europe, et du coup, et finalement peut-être une génération qui n'est peut-être pas la nôtre, mais une génération du vide intellectuel, pour ne pas citer un de vos livres. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, nos dirigeants sont dans ce vide-là, et d'abord un vide de volonté avant même d'être un vide intellectuel. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde la catastrophe climatique qui arrive, on fait des discours, mais on ne prend pas les décisions. On regarde la mise en camp d'un peuple, on le fait rarement, mais finalement on finit par faire quelques discours et on ne prend pas de décision. Et en fait, on est dans un rapport chez les dirigeants de spectateurs par rapport aux affaires du monde, spectateurs par rapport à la catastrophe climatique, spectateurs par rapport à l'explosion des inégalités, spectateurs par rapport à commentateurs par rapport à l'émergence de puissances tyranniques qui demain non seulement mettront, comme aujourd'hui, en péril les droits humains, mais en plus mettront en péril notre souveraineté. Eh bien, il faut sortir de cette position de spectateur. Et à notre petite échelle, quand on interpelle les marques, quand on interpelle les dirigeants, quand on met en place des actions de solidarité, eh bien, c'est pour sortir de ce rôle-là de spectateur de la catastrophe. Et je vais prendre l'exemple que vous avez cité, la catastrophe climatique. On multiplie les discours comme si, quand on est président de la France, comme si on était un commentateur sur un plateau de CNews. Ah oui, c'est vraiment dramatique sur la réchauffement climatique. Mais quand même, si c'est si dramatique, pourquoi ne pas prendre des grandes décisions? Pourquoi laisser les banques continuer à financer les entreprises fossiles? Pourquoi ne pas arriver à casser la logique du libre-échange et à la remplacer par un échange juste et écologiquement acceptable? Pourquoi ne pas prendre la décision de changer la manière d'être au monde et de vivre dans ce monde? Eh bien, parce qu'on a une peur bleue des grands changements. On aimerait que ça se récolte tout seul, et ça ne se voit pas tout seul. Et puis on attend que les problèmes sont difficiles, que ce soit l'enjeu climatique ou l'émergence d'une puissance chinoise qui va devenir de plus en plus dominante. Et donc là, il y a un problème logiciel en fait chez les gens qui nous dirigent. Il y a une incapacité à être autre chose que spectateur et commentateur. En fait, c'est en gros, c'est comme si les dirigeants étaient, je ne sais pas quel pro sur ces news. Et justement, on demande plus à des dirigeants. Et justement, en parlant, vous avez souligné à plusieurs reprises l'importance de la société à justement ne pas être que spectateur de ce qui se passe, mais d'agir. Comment nous, citoyens, là on est étudiants, mais en l'occurrence citoyens, étudiants, comment on peut agir à notre échelle pour des choses qui justement se passent de l'autre côté du monde? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement pour pouvoir aider les Ouïghours et se faire entendre? Mais il faut continuer à interpeller à la fois les grands groupes, mais surtout nos dirigeants. Il faut montrer que ça compte pour vous, et si ça compte pour vous, eh bien nos dirigeants seront amenés à prendre des actions. Parce que finalement, ils veulent être réélus, donc s'ils voient que c'est une priorité pour la population, ils vont agir. Et on sait qu'on peut agir.
Ça fait 1 an et 5 mois qu'au Parlement européen, on a voté une résolution pour imposer des sanctions aux responsables chinois de la répression contre les Ouïghours. On a demandé la mise en place donc, de ce devoir de vigilance à l'échelle européenne pour les entreprises. On a demandé des sanctions contre les entreprises qui participent directement du côté chinois à la répression dans le Xinjiang. Donc, il y a une plateforme d'action. Mais pour qu'elle soit mise en œuvre par les dirigeants qui sont très réticents à la mettre en œuvre, comme on a expliqué, eh bien, il faut qu'il y ait une mobilisation. Et donc, il faut une interprétation des élus locaux, du président de la République, des différents représentants de la nation, vos députés. Écrivez-leur, écrivez à vos maires, écrivez à vos députés, écrivez à vos dirigeants, écrivez à ceux qui sont censés vous représenter pour dire que pour nous, ça compte. Multiplier les réunions. On a vu pendant toute cette semaine des réunions dans les lycées, dans les facs, de jeunes qui s'attablent et qui commencent à parler des Ouïghours, qui commencent à parler des compétitions des grandes marques, qui commencent à parler des moyens d'action. Donc ça, tout ça, ça fait boule de neige. Et il ne faut jamais se laisser impressionner par les signes des réseaux sociaux qui nous expliqueront oui, mettre un carré bleu ne sert à rien, bien imposer une marque ne sert à rien, et tant que vous ne changez pas le capitalisme mondial, et ben vous ne servez à rien. Non, mais tout ça, c'est la phraséologie militante professionnelle. En attendant, eux, ils parlent, mais ils font rien. Donc, il faut qu'on agisse et qu'on comprenne que chaque action, si on lui adjoint toutes les autres actions des gens qui vont le faire avec vous, ça devient une action massive. Et ces actions massives, elles influencent vos dirigeants et elles influencent les dirigeants des entreprises. Et donc, en faisant ça, même si des fois vous pourriez penser que c'est dérisoire, eh bien, en faisant ça, vous contribuez à faire changer les choses. Vous contribuez à obliger les gens qui ont le pouvoir dans les mains, eh bien, d'adopter des positions plus fermes, d'adopter des résolutions plus dures, de finalement prendre le pouls de leur opinion et ensuite de le traduire en politique. Et donc, cette pression-là, il faut qu'elle monte. Et c'est tout le temps, c'est ça qu'on va continuer à donner dans les mois, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Il y a une forme de sûreté de notre dirigeant et il faut imposer notre voix, imposer le fait qu'ils nous écoutent, imposer qu'ils enlèvent leur boule qui est. Et ça, c'est en se mobilisant qu'on peut le faire. Et donc, et aussi, on apprend à vaincre le fatalisme. Et le fatalisme, il est aussi sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu des commentaires cyniques, sarcastiques, des gens qui disaient oui, c'est en mettant un petit carré bleu qu'on va fermer l'écran et sauver les Ouïghours. Et évidemment, personne n'a pensé qu'en mettant un carré bleu, on allait sauver les Ouïghours. Par contre, en mettant un carré bleu, on montre que c'est important pour nous. Et finalement, en étant des millions à mettre un carré bleu, et ben on montre que c'est un sujet qui ne peut pas être balayé, balancé à la poubelle par nos dirigeants. Et donc, à terme, ce que ça va produire, c'est une pression. Et il n'y a que de cette manière qu'on arrive à obtenir quelque chose des dirigeants dans une démocratie, en montrant que ça compte pour l'opinion. Toutes les initiatives doivent converger vers cet objectif-là. Et c'est le sens des combats qui vont continuer à être menés dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse. Pour tous nos participants, rappelez que M. Glucksmann il est très actif sur les réseaux sociaux et que vous pouvez suivre s'il y a des pétitions à signer et les mobilisations auprès des entreprises. Il me semble qu'il y a eu aussi une campagne de spam aux entreprises pour leur envoyer un message et leur dire il faut changer les choses. Donc n'hésitez pas à le suivre dans les réseaux pour pouvoir être au courant de quand est-ce qu'il faut participer à ça si ça vous intéresse. Et merci beaucoup Monsieur Glucksmann pour avoir répondu à nos questions. Et on a de nombreuses questions du public. Donc on a fait un petit récapitulatif pour pouvoir vous les poser. Je laisse Monsieur Mallard commencer avec les premières questions. Merci Djeda. Donc comme vous l'a dit Djeda, on a eu quelques questions, beaucoup se ressemblent, donc on a essayé de les recentrer sur un même thème. D'abord, on a une question qui revient, qui est pourquoi les institutions internationales telles que l'ONU ou l'UNESCO n'interviennent pas face à cette situation, et si elles le font, pourquoi on entend aussi peu parler d'elles? Parce que à l'ONU,
l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine est membre du Conseil permanent, est membre permanent du Conseil de sécurité, pardon, et dispose d'un droit de veto, et qu'à ses côtés, il y a la Russie qui dispose aussi d'un droit de veto et qui est membre permanent du Conseil de sécurité, et que donc l'ONU ne fera jamais rien sur la question des Ouïghours, que toute initiative sera bloquée par la Chine et par la Russie, puisque Vladimir Poutine a exactement les mêmes intérêts, c'est-à-dire qu'on préserve le droit des tyrans à massacrer des populations sans mettre notre nez dedans. Et moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la question des Tchétchènes, et pendant 10 ans, Vladimir Poutine s'est livré à une guerre sanglante et exterminatrice où plus de 10% de la population est morte en un an dans les 2000, la population tchétchène, et jamais l'ONU n'a bougé le petit doigt, parce que dès que c'est un grand pays, une grande puissance, l'ONU est bloquée. Donc peut-être que l'ONU peut prendre des résolutions contre le gouvernement birman de temps en temps, mais pas contre le gouvernement chinois ou contre le gouvernement russe. Et donc en fait, ces grandes institutions internationales sont bloquées par la puissance et le veto de la Chine et de son allié russe. Et donc le seul espace pour nous d'action réelle, c'est celui de l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe accepte d'entrer dans une forme de rapport de force et s'exprime de manière beaucoup plus claire, et ensuite prenne des mesures qui soient plus fermes et plus fortes. Enfin, plus fermes et plus fortes par rapport aux Iraniens actuels. Et d'ailleurs, ça doit nous questionner parce que on a des dirigeants européens qui n'arrêtent pas de répéter qu'ils sont l'incarnation de la liberté sur Terre et de la dignité humaine, et qu'on a créé un continent fondé sur des principes. Eh bien, c'est quand même un immense démenti malheureux, parce que moi je suis quelqu'un qui est profondément pro-européen, à toutes ces prétentions-là, notre attitude plus que servile vis-à-vis de ce que sont les autorités chinoises contre les Ouïghours. Et donc, ces grandes institutions sont bloquées. La seule échelle pour agir, c'est l'échelle européenne aujourd'hui. Une autre question du public, c'est pourquoi les médias plus traditionnels n'ont pas ou très peu couvert le sujet, et est-ce que vos préconisations vont suffire pour faire du boycott aux entreprises et du coup au gouvernement aussi chinois? En fait, les médias, si vous voulez, sont comme les grands médias, les grandes télé par exemple, sont comme les politiques. Ils vont sur les sujets qui pensent intéresser les gens. Ils veulent faire de l'audience pour les médias et ils veulent faire des votes, avoir des votes pour les politiques. Et le grand problème, c'est qu'ils présupposent, de manière complètement folle d'ailleurs, ce que j'essaie de leur expliquer à la fois aux médias et aux politiques, que ça n'intéresserait pas les gens. Et donc, ils ne vont pas en parler. Et donc, les gens ne seront pas au courant, et donc ils ne seront pas intéressés. Enfin, c'est cercle vicieux. Et ce que nous, on essaie de faire, c'est justement de briser ce cercle vicieux-là. Et donc, après cette mobilisation, on a vu quand même que, pour certains médias en tout cas, on commençait à en parler. Et finalement, c'est à vous, à chacun d'entre nous, et donc à vous qui écoutez, de montrer que ça vous intéresse, et ça intéressera les médias. C'est en fait, il y a une telle absence de principe et d'idées, à la fois dans les médias et chez les partis politiques. C'est bizarre parce que moi je suis un élu, mais je parle comme je le pense, enfin je dis ce que je pense, que en fait, la seule manière de faire en sorte que et les médias et les politiques en parlent, c'est de montrer que vous en parlez. Et donc vous avez un pouvoir d'influence, parce que vous savez, dans les conférences de rédaction des médias, la grande obsession, c'est pourquoi est-ce que les jeunes ne regardent plus la télé? Pourquoi est-ce que les jeunes s'en foutent de nous, grands médias? Comment est-ce qu'on ferait pour toucher les jeunes? Il va falloir montrer que c'est pas simplement en diffusant du rap à la radio qui vont vous toucher. C'est qu'ils doivent parler des sujets qui vous touchent. Et donc vous pouvez montrer quels sont les sujets qui vous touchent. Et en fait, finalement, vous avez du pouvoir. Parce que le culture est partout. Et dans les quartiers les plus... depuis les quartiers nord de Vincennes jusqu'aux petites villes du Poitou. Vous avez du pouvoir. Vous avez du pouvoir. Et pour ça, il faut montrer à ceux qui ont la maîtrise des institutions de médiatiques publiques. C'est bien que vous pouvez vous mobiliser autour d'une cause qui vous tient à cœur. Et si cette cause mobilise assez de jeunes, et bien, finalement, elle va se montrer dans les médias et dans les discours politiques.
Et je n'ai pas répondu à la deuxième partie de la question qui serait du bouclier, si on parle en boucle, je me la rappeler. Oui. Du coup, est-ce que avec vos préconisations que vous faites dans les réseaux, que vous nous avez fait notamment aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça peut suffire pour boycotter les entreprises? Et j'ai rajouté de façon personnelle et aussi un peu le gouvernement chinois. Alors, moi, je laisse les gens dire de leur appréciation sur le boycott. On ne lance pas des campagnes de boycott, on lance des campagnes d'interpellation. Mais ce qui est certain, c'est que ces interpellations font réagir les grandes boîtes. Donc si elles sont massives, les grandes boîtes sont obligées de réagir. Après, nous n'avons pas d'illusion. Pour qu'on puisse vérifier les engagements pris par les grandes boîtes, il faut la puissance publique. Il faut que cet esprit-là s'incarne dans des lois. Que finalement la justice puisse s'en saisir, que la puissance publique puisse s'en saisir. Et ce sera la seule manière de vraiment faire changer les choses. Mais pour même qu'on ait ces lois et cette puissance publique qui puisse s'en saisir, tout dépend de l'opinion publique, tout dépend de la pression qui vient de l'opinion publique. Donc plus on participe à ces campagnes, plus on peut aussi inventer un agenda législatif, que les choses changent dans les lois et donc dans les faits. Et donc tout ça participe à mon avis du même effort. Et en réalité, il n'y a aucun geste dans cet effort-là qui est inutile. Et plus la mobilisation sera grande, plus les gens en parleront, 2, les médias en parleront, 3, les politiques en parleront, et 4, on aura de chance de faire passer des lois qui rendent nos demandes impossibles à contourner. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, quels sont les arguments que vous opposent, ou en tout cas, quelle résistance représenterez-vous? Quels sont les arguments de vos opposants? Est-ce qu'ils sont politiques, économiques? Est-ce qu'ils viennent de grands groupes, de nations? Est-ce que vous rencontrez une résistance ou en tout cas une opposition dans vos débats? Bien sûr, il y a les gens qui, de bonne foi d'ailleurs, pensent que obliger les entreprises européennes à ne plus recourir à ce type de travail forcé ou à imposer des normes qui les empêchent d'aller au coût le plus extrêmement bas possible, ce serait handicaper les business européens. Et donc ça, c'est un argument qui existe et qui est largement répandu même dans l'enceinte du Parlement européen. Moi, ce que j'essaie de répondre, c'est qu'en réalité, il n'y a pas... alors déjà, évidemment, si on impose ça aux entreprises européennes, ça sera imposé aussi à toutes les entreprises non européennes qui veulent vendre sur le marché européen. Ça sera accompagné de normes commerciales qui sont le corollaire immédiat de ce genre de vigilance. Et deuxièmement, au contraire, ça favorisera des petites boîtes. Il y a une immense distorsion de concurrence aujourd'hui entre les grands groupes qui peuvent se permettre d'échapper à toute forme de responsabilité, comme des armées de juristes et de fiscalistes qui ont construit un système de responsabilité à l'échelle du monde, et des petits groupes en France ou ailleurs en Europe qui essaient de survivre. Et cette loi, elle est soutenue par des organisations d'ailleurs de type d'entreprise, parce qu'elle permettra finalement de rendre le jeu plus ouvert et plus égal. Et que donc, oui, bien sûr, ça va défavoriser certains grands groupes qui ont fondé leur business model sur cette exploitation de travailleurs à l'autre bout de la planète. Mais en réalité, ça va en favoriser d'autres en conséquence. Et ça va rendre le jeu plus sain et moins injuste. Et donc, c'est pas une loi qui serait contre le business. C'est ce que j'essaie de dire à ceux qui ont peur de manière légitime. Enfin, pas ceux qui travaillent pour les grands groupes, vous ne pourrez pas les convaincre. Il y en a qui ont des inquiétudes et à ces inquiétudes, il faut savoir répondre. Il y en a qui ont des inquiétudes qui sont légitimes et qui sont honnêtes, qui sont sincères. Et donc, on est dans un processus de discussion où on essaie de montrer que non seulement c'est juste moralement, mais qu'en plus, ça aura des conséquences vertueuses, tout un pan des petites et moyennes entreprises. Et donc, voilà, c'est un combat, quand on veut changer quelque chose, il y a forcément
des intérêts, mais aussi des opinions qui se relèvent face à vous. C'est quand même une révolution dans la manière dont on conçoit le business. Donc, je comprends qu'il y ait des gens qui soient inquiets, qui aient peur des conséquences, qui aient peur que finalement ça défavorise l'identité européenne, que ce soit une surcharge bureaucratique. Et donc, il faut prendre en compte ces inquiétudes-là et faire en sorte que le devoir de vigilance s'applique en fonction du risque que vous faites courir. Si vous avez une boulangerie ou une boîte de 10 personnes, vous avez effectivement moins d'obligations à remplir que si vous êtes une multinationale textile. Et donc, il faut que la charge soit proportionnée au risque, et que ce soit les entreprises qui mettent le plus en risque les droits humains qui doivent répondre le plus aux exigences de la puissance publique. Et donc, on essaie de faire une loi qui soit équilibrée et qui ne soit pas une folie bureaucratique. Mais moi, j'ai pas d'espoir parce qu'en fait, quand on parle, et surtout dans une manière publique, y compris avec des opposants à ce type de législation, finalement, il arrive à être convaincu parce que c'est le sens de l'histoire, deux, c'est profondément juste, et trois, c'est le souhait d'une majorité des citoyens qui rencontrent, y compris ceux qui consomment et ceux qui achètent ces grandes marques. Et on a envie de pouvoir acheter chez Zara sans être complice de sur l'humanité. Ou alors, ne pas acheter chez Zara, c'est mieux encore. Mais même quand on est client de Zara, on n'a pas envie d'être complice de ça. Et du coup, pour faire une toute dernière question, du coup, juste pour rappeler au public, on a dû faire une sélection des questions. Vous êtes énormément de personnes à nous en avoir envoyé. Du coup, petite dernière question. En effet, comment faire pour pouvoir étendre votre combat à l'échelle internationale? Parce que, enfin, moi, à titre personnel, j'ai de la famille en Espagne. Le sujet, il est, ils n'étaient pas du tout au courant de la situation. Il est quasiment inexistant. En France, on vous a, vous, qui faites énormément de communication et qui essaye de faire bouger les choses, comment faire pour exporter justement ce combat et cette préoccupation un peu dans les autres pays, même de l'Union européenne? Je travaille au Parlement européen, en Allemagne, ça peut prendre, et en Angleterre aussi. Au Canada, il y a des mouvements qui se montent, aux États-Unis aussi. Et voilà, c'est un processus lent. Enfin, on vient du rien. Il y a un an, personne n'en parlait, même en France. Et donc, c'est pas assez rapide. Moi, je suis bien conscient. C'est pas assez rapide par rapport à la situation de des Ouïghours et par rapport aux gens qui sont dans l'écran. Mais j'ai identifié des députés au Parlement européen, on a fait un compte informel, on essaie de lancer les mobilisations dans des pays où elles n'existent pas encore. Et il faut, de façon internationalisée, que c'est pas le France seul, c'est le faire même ce qu'on demande aux dirigeants français, et en particulier au président de la République, d'être moteur dans cette mobilisation. C'est d'arrêter de faire la sourde oreille, c'est d'arrêter d'être silencieux, c'est d'essayer de mobiliser l'Europe. On a un président qui prétend être un grand Européen, voilà, c'est une cause pour l'Europe. Si on veut que l'Europe montre au monde que finalement, eh bien, c'est vrai que nous avons un modèle différent, c'est vrai que nous sommes des porte-drapeaux des valeurs humanistes, qu'on le montre, dans cette population musulmane qui est partie dans des camps de concentration, qu'on le montre en ayant une parole forte, qu'on le montre. Et donc, c'est ça qu'on demande à Emmanuel Macron, de nous rendre fiers, en fait, de nous rendre fiers d'être français, mais ils ne nous rendent absolument pas fiers d'être français. On lui demande d'incarner ces principes de la République. On est un peuple qui se targue dans son histoire d'avoir un jour proclamé que tous les hommes naissaient libres et égaux. Bien, lui qui parle en permanence de la République en ce moment, il ferait bien de reprendre cet héritage-là de la République, ce fondement-là de la République, qui est une forme d'universalisme humaniste, et qui fragmenterait en fait dans cette lutte et dans le fait d'être une locomotive pour la prise de conscience à l'échelle européenne et mondiale. Ça c'est pas fait par nos dirigeants, on passera par le bas, ça passera par notamment le Parlement européen, mais ça sera plus lent. C'est ça qui est tragique en fait, c'est que là, pour un président français, il y aurait une immense cause à défendre et un combat à porter. Et c'est pas le cas. En fait, c'est pas rien de l'apporter, ça dépend de nous. On a tous du pouvoir. On n'a pas tous des pouvoirs du président de la République. On a tous à notre échelle du pouvoir. Et c'est pas du tout responsable. Et là, on a un combat. On peut mettre en œuvre notre pouvoir. Et on le fera pour la dignité d'un peuple et pour la dignité
D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais laisser le mot de la fin. Merci à vous. Je vais laisser le mot de la fin à notre président. Oui, ce ne sera pas trop long. Voilà, je vous remercie, Monsieur Glucksmann, pour ce moment, cet entretien. Voilà, malgré la situation un peu complexe, là, les problèmes techniques, on est quand même, je pense, arrivé à élever plusieurs enjeux de votre combat. Donc voilà, je vous remercie beaucoup au nom de notre association. Merci à vous. Voilà, c'est la technique, des fois ça ne marche pas. C'est sûr. Et ce qui compte, c'est par-delà la technique, c'est l'échange et la capacité qu'on a à agir ensemble. Donc merci infiniment de l'invitation. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous pour vos actions que vous faites pour la société entière et voilà, merci. Voilà, merci à vous, Monsieur Glucksmann, merci à Baptiste et Jada pour la modération, merci à vous qui avez assisté à cette conférence qui est restée pour la grande majorité jusqu'au bout malgré nos problèmes techniques. Merci pour vos questions, pour ceux qui en ont posé, voilà, merci. On vous donne rendez-vous pour d'autres conférences avec d'autres actualités encore toujours plus brûlantes et qui demandent des interventions, voilà. On vous remercie beaucoup, on vous dit à bientôt. Je remercie à nouveau nos partenaires Société Générale et Grenoble École de Management. Voilà, on vous dit donc à bientôt à nouveau avec l'ensemble de l'équipe de GEM en débat et espérons moins de problèmes techniques, mais voilà, toujours autant de débats et de questions complexes auxquelles nous allons tâcher de répondre. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir, Merci. à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée.